massivement à une heure un peu matinale pour un journaliste qui travaille très tard, qu'il soit là. C'est aussi que pointe leur intérêt pour un sujet d'actualité qui est au centre de beaucoup de débats. Je voudrais également remercier nos amis qui ont répondu à notre invitation et qui, malgré l'agenda chargé, ont tenu à nous honorer de leur présence. Nous allons, sans plus tarder, mesdames, messieurs, démarrer cette cérémonie en précisant que nous nous sommes retrouvés ce matin sur invitation du pôle communication du candidat Macky Sall, qui, comme vous le savez, est soutenu par la coalition Benno Bokk Yakaar et ce qu'on appelle la grande coalition de la majorité présidentielle. Monsieur Mamadou Fall Kane, qui est un des porte-parole du président de la République, en fait, du candidat Macky Sall, excusez-moi, est devenu un des meilleurs spécialistes de la question pétrole et gaz dans notre pays. Mais il est là à ce titre, même si par ailleurs je dois, dans sa bio, préciser qu'il est le numéro 2 du comité d'orientation stratégique pétrole et gaz, Post-Pétrogaz. Mais ce n'est pas à ce titre qu'il est là. Il est là en tant qu'un des porte-parole du président de la République, donc plutôt du candidat Macky Sall, notamment sur les questions économiques et financières. Fall Kane est un jeune Sénégalais qui s'est engagé très tôt dans la bataille entre 2008 et 2012. Bataille engagée alors par le président Macky Sall pour d'abord veiller sur l'intégrité des institutions. On oublie très souvent que l'origine de la crise entre le président Sall et le président Sow, le président d'alors, le président Wade, avait comme soubassement ou enjeu les institutions. L'exécutif pouvait-il plier la main du législatif? C'est un enjeu d'autant plus important que cette même question a été au cœur de la crise de 1962. Mais comme nous ne pouvions pas la réguler selon les règles, la légalité républicaine, nous l'avons finalement réglé dans les urnes et le peuple sénégalais a arbitré le bordel moyen. Donc entre 2008, 2009 et 2012, Fall Kane faisait partie des Sénégalais de la diaspora qui ont très tôt compris que l'enjeu institutionnel n'était pas un enjeu mêlé et secondaire, un enjeu de taille, un enjeu stratégique qui, quelque part, pouvait déterminer la stabilité ou non de notre pays, pouvait être même à l'origine de crises politiques.
Il y a ce que quelqu'un appelle l'engagement axiomatique, qui consiste à faire l'analyse d'une situation et à en tirer immédiatement les conséquences. Je pense que lui et ses camarades de la diaspora, intellectuels notamment, étaient dans le sens de cet engagement ou de ce type d'engagement. Falcon est secrétaire permanent adjoint du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz depuis novembre 2016. Auparavant, il a été conseiller économique et financier du président de la République, Macky Sall, de décembre 2012 à novembre 2016. Et donc, il a participé quelque part à tout ce qui était enjeu économique et financier dans le cadre de politiques publiques définies par les chefs de l'État. Falcon, comme nous l'appelons familièrement, jouit d'une expérience internationale dans le financement du développement et l'élaboration de politiques publiques. Il a acquis cette expérience d'abord auprès du ministère de l'économie et des finances de Paris, du Crédit agricole français et de la Banque à la Banque mondiale, où il a travaillé comme consultant. Falcon est diplômé de l'École polytechnique de Paris et de Sciences Po Paris. Il fait partie de nos plus brillants jeunes cadres sénégalais. D'abord, je voudrais le remercier au nom du président de la République, au nom du candidat Macky Sall, pour avoir accepté de faire partie du pool des porte-parole de notre candidat. Le remercier pour avoir, sans commande, travaillé pour produire ce document qui, à la lecture, remet les pendules à l'heure sur la question du pétrole et du gaz. Parce qu'il y a eu trop de supputation, il y a eu trop de rumeurs, il y a eu trop d'intoxication, il y a eu trop de bruit. Mais on peut résumer toutes ces rumeurs, toutes ces campagnes d'intoxication autour de 4 postures, peut-être 4 postures plus une. La première consiste à dire que le frère du président de la République s'est accaparé du pétrole du Sénégal comme si le pétrole était là. Or, on ne peut pas s'accaparer d'une fiction. Ça, c'est la première posture. La deuxième posture est celle que j'appellerai fiscaliste, qui consiste à dire que nous avons perdu des ressources parce que l'État du Sénégal n'a pas appliqué une fiscalité aux transactions pétrolières et gazières. Je ne nommerai personne, mais chacun d'entre nous sait exactement qui est dans chacune de ces postures-là. La troisième posture, que j'appellerai la posture de l'irresponsabilité, consiste à dire: quand j'étais aux affaires, on m'a fait signer un décret dont je ne connaissais pas le contenu. Quand j'étais aux affaires, c'est aux affaires à un niveau très élevé dans le cadre de l'exécutif immédiatement après le président de la République. Là également, je ne nommerai personne. Vous pouvez suivre mon regard. La quatrième posture
consiste à dire que nous avons bradé le pétrole et le gaz sénégalais en signant un accord unique avec un pays voisin, en l'occurrence la Mauritanie. C'est la posture que j'appellerais pseudo-nationaliste. Et je disais qu'il y avait 4 postures plus une. La dernière consiste à dire que tout est flou dans la gestion du pétrole et du gaz sénégalais, alors que mois auparavant, quand on était aux affaires, on a chanté sous tous les toits la transparence intégrale, complète de tout le processus. Là également, je ne nommerai personne, vous pouvez suivre mon regard. Pourquoi je parle de 4 postures plus une. En produisant ce guide, Oumarou Falcane répond à plusieurs questions et met à nu des démarches à la fois superficielles, incohérentes, structurées autour de ce que j'appelle les pétrofantasmes. C'est-à-dire cette bande de fantasmes autour du pétrole et du gaz sénégalais qui aujourd'hui sont réduits en poussière parce que les tenants de ces postures ne peuvent soutenir aucune position forte pour étayer leurs accusations et leurs propos. Et pour terminer, dans son contenu, ce guide répond aux questions, mais il nous aide surtout à comprendre ce qui se passe dans cette nouvelle économie pétrolière et gazière. Quels en sont les enjeux? Mais Falcane n'a pas seulement produit un bon contenu, parce qu'on peut produire un bon contenu et ne pas pouvoir le transmettre. Il a utilisé là-dessus une méthode de transmission qui aide immédiatement à s'approprier le contenu. Parce que quelque part, entre les formes et les contenus, il y a une relation dialectique. Il a organisé son livre en 10 questions et successivement 10 réponses. C'est une démarche qu'il faut saluer. C'est une démarche de précision, de clarté, de concision et de pertinence. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole sans vous garder à parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre, cher ami Elhadj. Merci également d'avoir fait l'exégèse de ce guide dont l'objectif, tu l'as rappelé tantôt, est de remettre les pendules à l'heure et surtout de montrer ce que le Sénégal, à travers ses représentants au niveau de l'État, au niveau de la Société nationale du pétrole, Petrosen, tout le travail important qu'ils ont abattu et auparavant, surtout tout le travail qu'ils ont fait pour attirer les compagnies internationales au Sénégal, mais le plus important, comment le processus a été mené jusqu'à l'annonce de la commercialité des découvertes que le Sénégal a connues à partir de 2014. Mais auparavant, j'aimerais d'abord remercier tous les journalistes qui ont bien voulu répondre à cette invitation et dire que l'objectif de ce livret est vraiment de vous donner les clés de compréhension d'un secteur perçu comme une nébuleuse
et un secteur qui a été malmené, martyrisé, maltraité par ce que je peux appeler, et je l'assume, des marchands de peur. Parce que le débat du pétrole et du gaz a suscité beaucoup d'angoisse dans ce pays, et c'est normal que les Sénégalais, à juste titre et de façon légitime, aient pu interpeller les pouvoirs publics pour avoir des réponses. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenté de permettre au grand public d'avoir une compréhension claire, concise, pour poser les bons termes du débat sur ce sujet-là. Et surtout, déconstruire certaines fausses idées reçues et permettre à tout le monde d'être au même niveau de compréhension et savoir de quoi on parle. Donc, dans ce livret, nous avons tenté de compiler les principales questions qui reviennent autour du sujet. Et je vais les citer. C'est qu'est-ce que le pétrole? Quelles sont les différences entre le pétrole et le gaz? Qu'est-ce que la malédiction du pétrole? Peut-on l'éviter? Pourquoi le Sénégal fait appel aux sociétés étrangères? Les sociétés étrangères ont été beaucoup pointées du doigt, et on va expliquer pourquoi le Sénégal fait appel à eux pour exploiter ses richesses. Les contrats pétroliers, avons-nous bien négocié? Le pétrole sera-t-il un remède au chômage? Parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qu'avec le pétrole, que nous pouvions tout faire, que tout peut être subventionné. Le contenu local, c'est-à-dire la participation du secteur privé national, est-il une solution miracle? Faut-il utiliser ou vendre le pétrole sénégalais? Quels sont les risques associés à l'exploitation du pétrole et du gaz? Est-il urgent de produire le pétrole et le gaz au Sénégal? Et donc, à la dernière question, à qui va profiter l'exploitation du pétrole et du gaz? Monsieur le ministre Charami, si vous permettez, je vais faire une présentation pour essayer de répondre à toutes ces questions. Et à partir de là, je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez dans le secteur. On est là pour avoir une discussion franche, sincère, à bâton rompu. Il n'y a pas de questions tabou sur le sujet aujourd'hui. Merci. C'est bon, vous êtes prêts? Donc, j'ai listé un peu la structure de ce livret, comment il est organisé et les principales questions que nous avons tenté de répondre, auxquelles nous avons tenté de répondre. Donc, je vais vous faire une présentation autour de 10 slides et j'essaierai de tenir la présentation sur 10 minutes. Alors, qu'est-ce que le pétrole? Il faut savoir que le pétrole, c'est des hydrocarbures qui sont l'aboutissement d'un processus de formation qui date de plus de 300 millions d'années. Ça veut dire que le pétrole est là depuis très très longtemps et peut-être que je n'ai pas besoin de m'appesantir sur les aspects purement techniques, mais à remonter jusqu'à l'âge du Crétacé-Jurassique, le plus important c'est de savoir que c'est une énergie
qui a une forte dépendance avec l'économie mondiale et qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours. Et que aussi c'est une ressource non renouvelable. Donc, alors, le pétrole, il est utilisé comme carburant pour le transport dans la vie de tous les jours, et on peut également utiliser ça dans des matériaux qu'on utilise tous les jours, comme le plastique et d'autres types de matériaux. Ce qui nous intéresse en tant qu'État, c'est sa valeur marchande évidente, et que c'est une richesse pour le Sénégal et que ça peut nous permettre de pouvoir financer notre développement. Donc ici, nous avons en évidence sa valeur financière. C'est ça le plus important, c'est-à-dire une forte dépendance à cette ressource et sa valeur financière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement profond, parce que quand on parle de pétrole et de gaz au Sénégal, on est à des profondeurs de 2 km au fond de la mer. Donc, pour aller le chercher jusque-là, il va falloir faire des investissements. Et donc, ces investissements rentrent dans les coûts. Ici, vous avez l'équation du prix du baril. Donc, il faudra investir pour pouvoir tirer des profits. Voilà. Ensuite, à la deuxième question, qu'est-ce que la malédiction du pétrole? Peut-on l'éviter? On parle beaucoup de malédiction du pétrole parce que c'est un phénomène qui est apparu dans certains pays et les risques ont été identifiés, c'est principalement des risques économiques. Il y a le risque de la monoproduction, c'est-à-dire que vous négligez les autres secteurs productifs de votre économie et de concentrer la totalité de votre production autour des hydrocarbures. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'Iran, 80% de ses exportations tournent autour des hydrocarbures. Mais au Sénégal, nous avons nous avons une structure économique qui est assez diversifiée et 75% de nos exportations tournent autour de 27 produits. Donc, ce risque-là, le risque de la monoproduction, il est neutralisé ici. Mais tout ça, je vais en revenir. Donc, il y a 3 risques. Il y a la monoproduction, il y a le gaspillage et la corruption. Les remèdes existent, c'est simplement la bonne gouvernance. Et c'est cette bonne gouvernance qu'on va discuter aujourd'hui tout au fil de cette présentation, puisque le Sénégal n'a pas attendu ses premiers barils prévus en 2022. Le Sénégal n'a pas attendu cela pour anticiper sur les remèdes pour éviter ces risques économiques-là. Donc, je l'ai dit tantôt, ce risque n'est pas une fatalité chez nous, puisqu'on a d'abord une économie diversifiée. Notre atout, c'est le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, l'objectif, c'est surtout d'intensifier les sources de création de richesse en accélérant, en intensifiant les autres sources de production économique. Donc, ce risque, il est adressé toujours dans le cadre de la bonne gouvernance de ce secteur. Le deuxième risque, c'est le gaspillage. Et pour cela, on n'a pas non plus attendu les premières recettes. Ici, ce qui est prévu, c'est une gestion responsable et une loi a déjà été draftée, c'est la loi encadrant et gérant les futurs revenus, à savoir quelle partie va aller au budget pour intensifier le financement de nos besoins immédiats, quelle autre partie va protéger l'économie des fluctuations des cours de baril et quelle autre partie va, disons, assurer la solidarité intergénérationnelle pour les générations futures. Donc le troisième risque, c'est la corruption, parce qu'il a été au cœur des débats politiques ces dernières années, les risques de
corruption, prévarication. Cela est assuré tout simplement par une bonne volonté de transparence. Et ça, c'est extrêmement important puisque le Sénégal a adhéré à l'initiative de transparence des industries extractives qui oblige toutes les compagnies pétrolières à publier tous les paiements faits aux États. Et aussi, l'ITIE oblige les États à publier tous les contrats qu'ils ont signés et à publier tous les montants utilisés dans le cadre de ces activités. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Sénégal est le premier pays à avoir rempli tous les critères de satisfaction de cette norme-là. En Afrique est 4e rang mondial. Donc, quand on parle de malédiction du pétrole, chez nous, ce n'est pas une fatalité. Et depuis des années, avant même la première découverte de pétrole, le Sénégal a volontairement adhéré à l'ITIE. Il faut savoir que dans la nouvelle constitution, il a été réitéré la notion de patrimoine national comme une ressource appartenant au peuple. Alors, donc, c'est les éléments de réponse que nous avons tenté de vous apporter sur cette question-là. On va passer à la troisième question. Alors, ici, on tente de répondre à la question suivante. Pourquoi le Sénégal fait-il appel aux sociétés étrangères? Le Sénégal fait appel aux sociétés étrangères pour deux raisons. La première, c'est que l'exploitation pétrolière et gazière en eau profonde demande des technologies de pointe. Et ces technologies de pointe, des pays comme le Sénégal n'en disposent pas. Sinon, on aurait trouvé le pétrole depuis longtemps. Mais le plus important, c'est que on a la maîtrise de notre géologie, une bonne connaissance des réservoirs. Parce que quand même, Petrosen, qui a été créé depuis 1981, a pu former des compétences et développer une expertise qui leur a permis, au contact de ces sociétés pétrolières-là, de préciser, d'affiner les recherches pour mettre en évidence ces hydrocarbures. Donc, le plus important, nous l'avons. Les autres critères sont entre les mains des compagnies internationales qui ont les moyens financiers pour risquer des centaines de millions de dollars dans l'exploration. Il faut savoir que l'activité d'exploration est purement aléatoire. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 5 ou une chance sur 6 d'avoir un succès lorsque vous faites un puits de forage qui vous coûte 50 millions. Donc là, on parle des coûts de développement extrêmement dissuasifs pour un État. Si on prend l'exemple du gisement gazier à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal, le coût de développement de ce gisement sur les 3 phases sont de 15 milliards de dollars. Et vous savez ce que c'est 15 milliards de dollars? C'est le PIB du Sénégal. C'est ce que le Sénégal produit chaque année. Donc, le Sénégal a besoin de ces compagnies internationales. Sinon, le pétrole et le gaz peuvent rester sous terre encore des millions d'années. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur marchande de ces hydrocarbures. Donc, il y a 2 éléments, les contraintes techniques que nous n'avons pas, mais nous ne nous décourageons pas non plus, puisque nous avons même anticipé les choses en créant l'Institut national du pétrole et du gaz comme accélérateur technique pour faire du rattrapage. Et cela, l'objectif, c'est que cette dépendance technique soit décroissante dans le temps. C'est-à-dire, dans quelques années, que Petrosen puisse, disons, être opérateur. Donc ça, c'est l'un des objectifs. Dans la plupart des pays africains, ils n'ont pas un institut
de formation sur le pétrole et le gaz. Ils envoient leurs étudiants à l'étranger. D'autres qui l'ont, c'est parce qu'ils ont vraiment déchaîné les passions ces dernières années. Les contrats pétroliers, avons-nous bien négocié? Le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est que tous les contrats sont disponibles sur le site de l'ITIE, itie.sn. Donc, chaque Sénégalais peut aller se faire son opinion. Mais évidemment, ici, le plus important, c'est de vous présenter la structure des revenus de l'État. La structure des revenus de l'État dans les contrats pétroliers. Le premier élément, c'est la part de production de l'État, c'est-à-dire le pourcentage qui revient de fait à l'État au moment de la production, c'est-à-dire à la tête de puits. Quand les barils sortent, déjà, qu'est-ce qui vient au niveau de l'État? Donc là, on va faire la typologie des revenus de l'État. Donc, vous avez la part de production de l'État comme premier élément de revenu. Vous avez la part de Petrosen, la part de production de Petrosen comme deuxième élément. Ensuite, vous avez les impôts sur les bénéfices et vous avez les autres sources de revenus qui sont les redevances, les loyers superficiaires. Vous avez le bonus qui a été systématisé dans le nouveau code pétrolier qui a été mis à jour il y a quelques semaines. Et lorsque vous additionnez tout cela, l'État a au moins 60% de la rente pétrolière. Au moins 60%, je pèse bien le mot, au moins 60%. Ici, je reviens sur un fait. Il y a eu beaucoup de débats autour du partage de 90-10. On l'a lu partout dans la presse, dans les réseaux sociaux, comme quoi l'État avait bradé ses ressources et que 90% étaient capturés par les compagnies pétrolières. Il faut savoir qu'il y a deux parties. Il y a la partie exploration et la partie production. Quand on est en phase d'exploration, la compagnie pétrolière gagne le droit de risquer 100 millions de dollars avec 80% de chances d'échec. Moi, je vous pose la question, dans la salle, si on nous dit aujourd'hui, mettons que chacun mette de l'argent, un ticket de 10 millions pour participer, 10 millions de francs CFA, je veux dire, ça représente 20 000 dollars. Aujourd'hui, par exemple, les opérations d'exploration de Total qui sont en cours vont tourner autour de 100 millions de dollars. Si chacun d'entre nous, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre argent en sachant que vous avez 80% de chances d'échec? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre argent? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Madame Ba, est-ce que vous avez... Je crois, Falcon, que les Sérères devraient répondre clairement à la question avant de passer. Ça, c'est extrêmement important de le noter. Les 10% de Petrosen correspondent à leur participation dans les dépenses. Ce ne sont pas des profits, c'est des dépenses. Donc, on parle de 10% et Petrosen ne les débourse pas, puisque c'est un portage. Donc, 90-10, c'est les dépenses d'exploration. Et quand on parle de dépenses d'exploration, il ne peut pas exister d'impôts, puisqu'il n'y a pas de bénéfice. On prend des risques pour dépenser l'argent. Comment on peut payer des impôts en phase d'exploration? Je ne citerai pas de nom. Il y a eu des personnes qui ont fait des livres pour expliquer que l'État a perdu des centaines de milliards parce qu'un impôt devait être payé. Comment on peut payer un impôt dans des dépenses d'exploration avec 80% de chances d'échec? Voilà. Moi, je parle des faits, de ce qui existe dans le monde entier. En phase d'exploration, encore une fois, il ne peut pas y avoir d'impôt puisque c'est des dépenses. Alors, donc, c'est pour ça qu'on parle d'exploration-production.
L'autre partie, c'est la production. Et quand on parle de production, on parle d'abord de rembourser les coûts, parce qu'on revient toujours à l'équation de partage. Je vous avais montré tout à l'heure dans le schéma que le pétrole est à plus de 2 km de profondeur sous terre, donc il faut bien aller chercher ça, il faut creuser, il faut faire des forages. Tout ça rentre dans les coûts, donc il faut que les coûts soient payés. Et une fois les coûts payés, on se partage le profit, c'est ça la rente. Et là, vous avez la part de l'État et vous avez la part de profit de Petrosen qui monte jusqu'à 20%, puisque Petrosen participe dans les dépenses au même titre que les compagnies pétrolières. Et donc, qui dit participer dans les dépenses dit rémunération de ce risque. Et sur ça, les compagnies pétrolières, leur savoir-faire et le risque doit être rémunéré à juste titre, puisqu'ils prennent tous les risques. Et dans ce partage-là, l'État a au moins 60% de la vente pétrolière. C'est cela la réalité, c'est ça les faits et c'est ça la vérité dans cette affaire. Il ne peut pas y avoir d'impôt en phase d'exploration, ça n'existe pas. Et au moment du partage de la rente pétrolière, l'État est majoritaire. Parce que vous avez l'État, vous avez Petrosen. Et en tout, l'État du Sénégal détient 100% de Petrosen. Voilà. Donc je passe à la 5e question. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais c'était important quand même de remettre les choses dans leur contexte. Alors, 5e point du livret. Le pétrole est-il un remède au chômage? Il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de promesses comme quoi le pétrole allait régler tous les problèmes du Sénégal. Certaines personnes même ont parlé de créer des villes fantasmatiques qui allaient générer 2 millions d'emplois pour des raisons électoralistes. Il faut savoir que le pétrole, surtout l'exploitation de gisements en eau profonde, offshore, ne va pas capter beaucoup d'emplois. Ce qui est intéressant de noter, c'est les effets induits dans les autres secteurs et les emplois indirects qui vont être créés. Nous avons essayé de faire une simulation, c'est-à-dire à horizon 2035, le secteur pourrait créer jusqu'à 100 000 emplois, dont 10 000 emplois directs et le reste par des emplois indirects et des emplois induits. Mais ce secteur peut, disons, créer un effet d'entraînement dans le reste de l'économie. Et c'est ça qui est intéressant, l'effet d'entraînement que ça va créer. Puisque on peut faire du raffinage, on peut développer des complexes pétrochimiques, on peut utiliser l'argent du pétrole pour financer les développements ou le développement des autres outils productifs, des autres secteurs de notre économie. Et c'est là que la masse des demandeurs d'emploi sera absorbée. Donc, les revenus du pétrole vont permettre de miser sur le PSE. Mais quand on parle d'emploi, puisqu'il n'y en aura pas énormément, il y a une politique de réserver en priorité les emplois aux Sénégalais, et c'est pour cela que l'État du Sénégal a décidé de voter une loi, qui est la loi portant sur le contenu local, pour réserver en priorité les emplois et les opportunités d'affaires. Donc, nous allons passer au 6e point. Sans transition, j'ai parlé tout de suite du contenu local. Le contenu local, c'est la part des salaires, impôts, services qui vont au secteur privé national. Et pour cela, l'État a fait passer une loi pour essayer de favoriser
la participation du secteur privé national. Là aussi, c'est pour dire qu'il n'y a pas de monopole du patriotisme économique. Il n'y a pas de monopole de patriotisme économique et l'État du Sénégal a décidé d'anticiper, c'est-à-dire de mettre le pied à l'étrier aux entrepreneurs sénégalais pour qu'ils captent le maximum d'opportunités. En leur réservant des activités, il y aura des activités réservées où ils ne seront pas soumis à la concurrence des sociétés de services internationales. Mais le plus important, ce qu'il faudra noter, c'est que le contenu local rentre dans le cadre des coûts. Donc, ce contenu local doit également être maîtrisé pour que ça ne grève pas les profits. Puisque lorsque vous tirez cette droite ici, vous réduisez ce qui doit aller à l'État et au profit. Donc, il faudra maîtriser le contenu local tout en maximisant la participation des locaux, en optimisant les moyens qui rentrent dans le cadre de la production, mais surtout en encourageant la participation du secteur privé national. Puisqu'en général, le contenu local en Afrique plafonne autour de 20% parce qu'on importe tous ces moyens-là. Donc, encore une fois, le contenu local, ce n'est pas une solution miracle. C'est quelque chose qui se construit à travers le temps. L'Institut national du pétrole et du gaz jouera son rôle pour développer ses compétences localement. Donc, j'ai parlé de l'effet de vase communicant tantôt. On va passer à la 7e. Voilà. Donc, j'ai tantôt parlé des activités qui vont être réservées dans un premier temps. Donc, c'est les activités en vert. C'est pour dire que l'État, quand même, met en place des politiques pour encadrer, disons, les activités et faire en sorte que les Sénégalais captent le maximum de valeur ajoutée. Alors, question numéro 7. Faut-il vendre ou utiliser sur place le pétrole et le gaz sénégalais? On peut tout faire. Après, c'est des choix. L'État peut décider de tout vendre dans le marché, sur le marché international, parce que c'est aussi une très bonne chose. L'État aussi peut décider de transformer et d'utiliser ces hydrocarbures pour industrialiser le pays. Et ça, il y a 2 ans, l'État du Sénégal a décidé de lancer l'élaboration d'un plan directeur pour l'utilisation de ces hydrocarbures. C'est-à-dire comment on peut faire de la transformation localement, comment créer des industries. J'ai tantôt parlé de contexte pétrochimique, puisqu'avec les hydrocarbures, avec le gaz, on peut faire des engrais pour booster notre productivité agricole. Il faut savoir que la moyenne des pays du Sud, comme le Sénégal, de l'utilisation d'engrais au mètre carré est de 15 kg par hectare, alors que les normes de la FAO recommandent, pour atteindre des rendements au standard international, d'être à 150 kg par hectare. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des opportunités de booster notre rendement agricole. Déjà que sur le plan agricole, en 7 ans, il y a eu des bons phénoménaux. Donc, grâce au gaz, nous avons des phosphates, nous pouvons produire des fertilisants pour notre agriculture et le vendre dans la région. Nous pouvons également, avec la transformation, produire beaucoup de choses localement. Nous pouvons également augmenter les capacités de raffinage de notre société nationale de raffinage et alléger la facture de l'État sur l'importation des hydrocarbures qui constituent 20% de nos importations. Voilà. Donc c'est pour vous dire que
on peut faire beaucoup de choses. Alors, pour le point numéro 8, quels sont les risques associés au pétrole et au gaz? Alors, il y a principalement deux risques. Ça, les environnementalistes sont très à cheval sur ce sujet-là. Donc, quand on parle de pétrole, les gens pensent automatiquement aux marées noires, aux risques environnementaux. Et sur ça, vous avez soit vous ne dépensez pas, que vous augmentez les risques, ou bien vous rentrez dans le cercle vicieux de vouloir tout contrôler et vous avez un dérapage des dépenses. Mais auparavant, évidemment, l'industrie a des normes et aujourd'hui, les compagnies internationales sont soumises à certaines exigences internationales qui font que eux-mêmes n'ont aucun intérêt de prendre des risques, puisqu'il y va même de la survie de leur compagnie. Donc c'est pour vous dire que ce risque, il est maîtrisé. Ce risque, il est connu et maîtrisé. Donc sur ce point-là, il y a une vraie prise en charge et les pouvoirs publics ont mis en place tous les dispositifs pour mitiguer ces risques-là. Alors, le point numéro 9. Alors, est-il urgent de produire le pétrole et le gaz au Sénégal? Ce qu'il faut noter, c'est que c'est l'avancée technologique qui a permis de mettre en évidence ces hydrocarbures-là. Il y a quelques années, l'exploration pétrolière se faisait jusqu'à peut-être 500 mètres de profondeur. Maintenant, on parle de 2 km de profondeur d'eau. Et il y a une surabondance de l'offre des hydrocarbures sur le marché international. Depuis que la technologie de la fracturation de la roche-mère a été maîtrisée, avec la production du pétrole de schiste aux États-Unis, il y a une surabondance de l'offre. C'est-à-dire, le Sénégal ne peut pas se permettre d'avoir des richesses qu'il peut monétiser tout de suite en se disant on va attendre de pouvoir nous-mêmes exploiter ce pétrole. Ça n'existe nulle part. Et puis je l'ai montré tantôt que dans les contrats, l'État du Sénégal est majoritaire et les compagnies pétrolières qui prennent le risque financier et le risque technique sont rémunérées à leur juste titre. Donc, parce qu'il y a d'autres produits alternatifs qui sont en train d'être promus, peut-être que dans 30 ans, le pétrole n'aura plus sa valeur. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas su tirer profit de nos richesses présentes. Et là, il y a une bonne citation d'un ancien ministre saoudien du pétrole qui disait « l'âge de pierre ne s'est pas terminé à cause d'un manque de pierre ». Donc l'âge du pétrole ne s'achèvera pas non plus à cause d'un manque de pétrole. La question stratégique, c'est est-ce qu'on monétise nos ressources tout de suite pour financer nos besoins de développement immédiats et assurer une solidarité intergénérationnelle, ou bien est-ce qu'on se complaît dans une autoglorification nationaliste à dire que nous n'avons pas besoin des autres. Si nous avons besoin des autres et à leur contact, nous allons développer nous-mêmes nos compétences pour pouvoir prendre en charge demain les futurs champs que nous aurons à opérer et aussi créer de la richesse. Donc, la réponse est oui, il faut produire le pétrole et le gaz maintenant. Alors, donc, là, je vais finir avec
le point numéro 10, à qui va profiter l'exploitation du pétrole et du gaz? Il faut savoir que ça va d'abord profiter au Sénégal et aux Sénégalais. Ce n'est pas la propriété personnelle de X ou de Y, ce n'est pas la propriété d'une famille, et ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais, puisque le Sénégal a pris toutes les dispositions sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, pour s'assurer que le pétrole et le gaz vont bénéficier à tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais, puisque un nouveau code pétrolier vient d'être voté pour, disons, améliorer, augmenter les profits de l'État, puisqu'on peut toujours faire mieux. Avant, on était dans un contexte de pays qui cherchait à être attractif. Maintenant que le potentiel est là, on peut toujours demander un peu plus, puisque c'est des négociations. Donc, il y a tout un dispositif législatif qui a été mis en place pour encadrer l'exploitation et la gestion de ces ressources-là. Une loi portant sur l'utilisation des revenus, je l'ai dit tantôt, est sur la table, qui normalement va passer à l'Assemblée nationale très bientôt, 4 ans même avant les premiers revenus. Dans d'autres pays, ils l'ont fait des années plus tard, 20 ans plus tard, ou bien ils n'en ont même pas. Il y a la loi sur le contenu local pour défendre le secteur privé national. Donc c'est la première fois, je le dis, c'est la première fois que dans un secteur donné, l'État du Sénégal vote une loi pour s'assurer que le secteur privé national va jouer son rôle. C'est la première fois. Donc ici, on ne peut pas nous faire le procès d'un manque de patriotisme économique. Et l'État a prévu, et c'est en cours d'ailleurs, un plan directeur de l'utilisation de ces ressources dans le cadre de l'industrialisation, dans le cadre du plan d'industrialisation pour la phase 2 du plan Sénégal émergent. Donc, encore une fois, vous avez l'équation du baril, du prix du baril, vous avez les coûts pétroliers, la valeur ajoutée qui est produite, et vous voyez bien que c'est bien mis en évidence que l'État a la part majoritaire dans tous les contrats. Donc, pour finir, 3 éléments. Le premier élément, c'est que les intérêts de l'État sont préservés. Les intérêts du Sénégal, du secteur privé national, sont bien compris et bien pris en charge, et les mesures ont été prises. Il y a une loi sur le contenu local, la loi portant sur l'utilisation des revenus, le plan directeur de l'utilisation des ressources, industrialisation. Le deuxième élément, c'est la bonne gouvernance. Et tout ça, c'est des outils de mise en œuvre de cette politique de bonne gouvernance-là. Troisième élément, c'est notre adhésion à l'ITIE, c'est-à-dire c'est la norme internationale qui sanctionne les pays les plus transparents en matière d'exploitation de leurs ressources minières et en matière d'utilisation des revenus tirés de ces ressources. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ce secteur est bien pris en charge, ce secteur est très très bien géré, et je vais en finir avec ces mots-là en vous remerciant de votre attention et en remerciant également mon ami M. El Hadj Hamidou Kassé. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Alors, je crois ne m'être pas trompé en présentant au préalable notre ami Falcane, et surtout en parlant du guide dans son contenu et dans sa démarche. Je voudrais juste dire ceci, que je me suis toujours posé la question à savoir comment se fait-il que 4 personnes
plus 1 sache sur le pétrole et le gaz sénégalais ce que l'État ne sait pas, ce que la presse nationale et internationale ne sait pas, ce que les bourses de valeur ne savent pas, ce que les banques ne savent pas, ce que les compagnies pétrolières ne savent pas, ce que les pays d'où sont originaires ces compagnies ne savent pas, ce que les ONG nationales et internationales ne savent pas. C'est quand même étonnant. Parce qu'il n'y a que 4 plus 1 personne dans ce pays qui croient tout savoir alors que le monde entier ne sait pas. Mais vous croyez que les États-Unis vont accepter que le Sénégal joue avec les intérêts des compagnies originaires des États-Unis, l'Angleterre, la France, et ainsi de suite. Alors, je pense que, cher ami, merci, parce que j'espère que tu vas contribuer ta brochure. Malheureusement, dans ce pays, les contradicteurs ne lisent pas. Vous savez, quand vous avez des préjugés et des opinions, ça vous empêche de faire l'effort intellectuel d'aller vers l'autre pour savoir exactement ce qu'il dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains ont des opinions, des préjugés, et refusent de sortir de cette prison des opinions et des préjugés pour s'emparer de ce que les autres disent, parce que simplement, ce que les autres disent va ébranler leurs préjugés et leurs opinions. Donc merci, et je pense que tu introduis une bonne dose de rationalité dans ce débat-là, en le ramenant à des faits précis. Et c'est tout à fait. Deuxièmement, le président Macky Sall a dit, il l'a répété ici au Sénégal dans des concertations, dans des discours à l'étranger, que le pétrole n'est pas une rente qu'on va utiliser pour acheter des clubs de foot en France, avoir des avions hôtels et les petits bonnets des pétroliers, là, des gens qui sont avec le petit truc, je ne sais pas comment on l'appelle, ou augmenter les salaires, ou donner des salaires normaux. Non, il a dit que le pétrole, les revenus générés par le pétrole et le gaz sénégalais vont servir à booster les autres secteurs, comme la recherche et l'innovation, l'agriculture, l'artisanat, la pêche, etc., mais également pour industrialiser notre pays. Parce qu'il n'a pas insisté là-dessus, le pétrole et le gaz ont des produits dérivés qui peuvent servir à industrialiser notre pays. Et je rappelle que l'industrialisation de notre pays est le cinquième axe des 5 grandes initiatives nationales proposées par le président Macky Sall dans son nouveau programme, sa nouvelle offre au Sénégal. Alors ce programme, il est disponible, mais dans le cadre de ce type de rencontre que nous appelons Peinture Sénégal, c'est-à-dire l'espace d'échange, de discussion autour de ce que nous faisons, et notamment de notre nouvelle offre, on pourra y revenir. Je voulais juste signaler la présence du coordonnateur, du chef du pôle, plutôt de l'unité Relations Médias, parce que le pôle communication est organisé en unité. Il y a l'unité Relations Médias, dirigée par notre ami et camarade Pape Maodouf. Il y a l'unité digitale, il y a l'unité veille et riposte, il y a l'unité porte-parole, il y a l'unité étude d'opinion et thématique, et il y a l'opinion, plutôt une unité qui s'occupe spécialement de l'étude critique des programmes des autres cadets, pour nous permettre de voir quelle est la différence, quelles sont les continuités, et par conséquent
de les soumettre à la critique. Voilà donc, chers amis, ce qu'il convient de retenir. Et retenir simplement aussi que pour le président et candidat Macky Sall, la nouvelle économie pétrolière ghanéenne doit profiter au secteur privé national, aux populations du Sénégal et notamment offrir aussi aux jeunes de notre pays de nouvelles opportunités de formation et d'emploi. Donc, à l'adresse des jeunes, il est important quand même de savoir que dans ce secteur-là, il y a énormément d'opportunités et chacun doit se préparer dès maintenant pour être au cœur de cette nouvelle économie. Je vous remercie. Je vais donc passer la parole aux journalistes. Si vous avez des questions à poser à Falcane, en rappelant que vous pouvez le saisir à n'importe quel moment durant cette campagne électorale pour lui poser toutes les questions qui vous semblent utiles pour l'information des populations sénégalaises. Je vais, s'il vous plaît, pour une petite minute, Pape Mahawa va placer un petit mot, comme ça on vous laisse la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le coordinateur pour la communication du candidat, M. El Kassem. Remercier les journalistes et surtout m'excuser pour le retard, mais je suis sur plusieurs fronts en même temps du point de vue médiatique. C'est pour ça que j'ai eu un peu de retard. Et féliciter M. Falcane pour cette initiative qui va permettre effectivement d'éviter beaucoup d'équivoques sur les questions du pétrole. Et pour nos amis journalistes, je pense que nous avons là, avec ce fichier-là, des éléments de réponse de rupture sur toutes les questions qui ont été évoquées. Il faut le prendre comme une source, parce que c'est une source crédible, avec des explications détaillées, qui permettent d'étayer en fait assez rapidement tous les zones d'ombre qui avaient été entretenues savamment par des polémistes dans l'opinion publique. Je pense donc que ça peut être utile pour ça. Le cas de ce Peïtou Benno, qui va être répété dès vendredi, mais sur un autre secteur, certainement le secteur de l'agriculture et de l'économie rurale, en compagnie des cadres de Benno Bokoyakar, va permettre pour vous, d'autres journalistes, d'avoir accès directement à la source technique, ça veut dire à ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques phases. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, en réitérant que l'objectif c'est de vous donner des sources crédibles. Et ce document de M. Falcane est effectivement très utile. Ça permet de lever des équivoques. Toutes les questions que vous aviez sur le sujet, il l'a assez brillamment relevé. Et on va essayer de poursuivre dans cette direction. Merci beaucoup. Merci, Papa. On va prendre peut-être la liste des journalistes qui voudraient poser des questions. Madame, vous avez donné du livre. Non, mais laissez-les intervenir. Bonjour, moi je m'appelle Monique, je suis journaliste au journal Le Quotidien. J'avais une cette question. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que les postures que vous avez citées tout à l'heure, plus de 4, et vous les avez qualifiées de rumeurs, d'intoxication, de... Et moi, ma question c'est, ces rumeurs-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de presque plusieurs mois. Et on ne vous a pas entendu vous prononcer sur cette question-là. Et pourquoi vous avez préféré attendre jusqu'à cette campagne électorale, quand même, pour expliquer à l'opinion en fait la réalité sur ce qu'on dit autour du pétrole. Merci.
je m'appelle Koumbaba, je suis de la radio RFM. On avait juste une proposition à vous faire. Si on peut faire une interview à défaut de poser des questions comme ça. C'est un choix. C'est un choix. Bon, on va peut-être faire ça pour aller très vite. Ils vont faire une interview avec Falcon. S'il vous plaît, de l'autre côté. Alors, je voulais juste, en attendant de laisser la parole aux spécialistes de la chose, dire à Ndoumbe, Madame Ndoumbe, du quotidien. Pas Ndoumbe, c'est Goundi. Comment? Goundi. Ah, Rudy. Goundi. Goundi. C'est Goundi. Ah, Goundi, oui. Excusez-moi. J'avais pas bien entendu. Donc, je voudrais juste vous préciser ceci, qu'en réalité, nous avons toujours répondu aux questions sur le pétrole. Nous avons toujours apporté des clarifications sur toutes les questions. Mais comme je vous disais tantôt, on ne peut pas lutter contre une opinion et un préjugé. Vous avez beau avoir des arguments, étaler des faits, faire des démonstrations, mais une croyance, c'est une croyance. Parce qu'une croyance repose sur des intérêts. Et justement, parce qu'elle repose sur des intérêts, elle n'accepte pas les faits comme objection. Elle n'accepte pas. Quels que soient vos arguments, elle reste une croyance et une opinion. Premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle simplement, il y a 3 ans, j'ai tenu une petite chronique chez un des confrères de la place pour développer la notion de pétrofantasme. La notion de pétrofantasme. C'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais, des 4+1 dont je vous ai parlé, ont développé des fantasmes autour du pétrole sénégalais. C'est pourquoi j'ai parlé de pétrofantasme. C'est-à-dire des projections. En tant que, j'aime bien l'expression, en tant que marchand de la peur. Marchand de la peur. On a voulu effrayer les Sénégalais. Et on a assisté aussi à une évolution fulgurante des positions. Un ancien ministre qui a été limogé du gouvernement du Sénégal a cru nécessaire de changer complètement de position et de posture dans ce débat. En passant du chantre de la transparence, du patriotisme du président Macky Sall, à une dénonciation en règle de la gestion du pétrole sénégalais. C'est quand même extraordinaire. Bon, comme nous autres journalistes, du moins pour moi, je suis bien provisoirement en dehors de ce métier, mais comme nous aimons les mots et les contextes, ce serait bien quand même de parler de cette transhumance-là. Voilà. Je vous remercie.